Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV. En ouverture, on va parler de l'école de l'Alliance chrétienne de Mouabi qui va désormais connaître une lueur d'espoir grâce à la construction d'un nouveau bâtiment. Suivant ce reportage. École communale de l'Alliance chrétienne. Autrefois, les bâtiments ressemblaient à ceci. Aujourd'hui, la forme est tout autre. Un bâtiment neuf, en pleine construction et qui sera bien livré avant le mois de septembre. Les travaux qui ont démarré en milieu avril, pour jusqu'à maintenant, on va dire 3 mois d'exécution. Donc nous sommes déjà à la fin de gros œuvres. Là, il s'agit de construire un bâtiment de 6 salles de classe, un bureau directeur avec secrétariat et toilettes. Il y a également 6 toilettes, dont 2 pour le personnel enseignant et 4 pour les élèves. C'est une école à cycle complet, aux normes de l'éducation nationale, c'est-à-dire que les salles sont normées. Et nous comptons peut-être au cours de cette semaine mettre déjà la toiture pour rester dans les délais. Donc, comme je disais, nous devions livrer ce bâtiment en milieu septembre. Mais au regard des impératifs, nous nous battons pour le faire avant. Donc, notre objectif serait que même un mois avant la rentrée, le bâtiment soit totalement fini. Dès la rentrée prochaine, les élèves de l'école communale de l'Alliance chrétienne de Mouabi se feront le plaisir d'être enseignés dans une école moderne. Tel est donc le fruit de notre 5e République. À Tchibanga, c'est la délégation spéciale qui procède à la battue des grands arbres situés aux abords des voies secondaires, une opération qui vise à sécuriser les populations. C'est une opération qui a pour objectif de libérer les voies en se débarrassant des grands arbres qui malheureusement représentaient danger pour les populations et surtout en période pluvieuse où les vents sont de plus en plus violents. Nous constatons qu'il y a des arbres qui obstruent la voie de communication qui va vers la place Nénépounté. Ça, c'est dans un premier temps. Le deuxième temps, c'est la poussée de ces arbres-là qui obstruent le passage et qui risquent de créer des accidents, autant pour les scolarisés, les parents d'élèves, les enseignants et même les usagers qui empruntent cette voie. Donc nous avons plus bon aujourd'hui de délaguer certains arbres de manière à libérer la voie et permettre une circulation plus fluide et des usagers et des piétons. Cette opération lancée par la délégation spéciale va s'étendre dans toute la ville. L'opération va s'étendre dans la ville en tenant compte, bien entendu, des disponibilités que nous pouvons avoir par rapport aux amateurs, à SEG, qu'il faut mobiliser. Vous avez le Conseil national de l'eau et de l'électricité et vous avez également Move Gabon Télécom qui, comme vous pouvez le constater, il y a plein de câbles qui jonchent les voies de communication. Donc il faut bien que ces entités soient avec nous pour permettre à l'abatteur de mieux travailler. Plantés pour la beauté de la ville, ces arbres de Noël, comme on les appelle, représentent aujourd'hui un danger pour la vie des Tchibangais et Tchibangaises. Dans le département de la Haute-Banio, plus précisément en Ndindi, les travaux de construction des logements des enseignants et la barrière de l'école communale de Ndindi avancent considérablement au grand bonheur des populations. Les travaux de construction des logements des enseignants et de la barrière de l'école communale de Ndindi avancent considérablement à la grande satisfaction des populations. Je suis entièrement satisfait et c'est la même joie que les parents d'élèves partagent aussi. Parce que la rentrée 2025-2026 va être une rentrée de joie pour les parents et les futurs occupants, c'est-à-dire les élèves. Nous avons un cadre idéal que la société commise à la tâche va nous livrer d'ici là. À ce qui concerne les travaux qui se réalisent entre les logements des enseignants et la barrière de l'école communale, c'est estimable à 90%. Je voudrais ici remercier le président de la République d'avoir eu cette initiative, d'avoir pensé à nous donner une enveloppe qui nous a permis
à réaliser ce genre de travaux. Et c'est vraiment des travaux de la bonne qualité. Vraiment, je remercie cet entrepreneur-là qui a vraiment le souci. Il s'est vraiment mis à réaliser quelque chose à laquelle certaines personnes viendront également admirer. La livraison de ces bâtiments est attendue. Ces bâtiments qui viennent cependant faire un pas vers l'amélioration des conditions de travail du corps enseignant de cette partie de la province. Toujours d'actualité, on parle de baccalauréat session 2025 et on va revenir justement sur cette visite du gouverneur de province au lycée technique Alexandre Biangué, le lycée technique qui abrite le bac technologique. Retrouvons Elisabeth Guilamboué. Le lycée technique de la Nyanga a accueilli ce matin une visite symbolique en plein cœur des épreuves du baccalauréat technologique. Le gouverneur Jean-Robert Mabobé est venu encourager les candidats et saluer le travail du personnel encadrant. Dans une ambiance calme et concentrée, il a invité les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'excellence. Vous êtes venus pour l'examen du baccalauréat. C'est le temps maintenant de donner ce que vous avez reçu toute l'année. Hein? Vous avez commencé aujourd'hui. Soyez inspirés. Rappelez-vous du cours. Hein? Pas de panique, il ne faut pas paniquer, mais il y a toujours un peu de panique, c'est normal. Mais pas trop de panique. Parce que trop de panique aussi, ça veut dire que vous n'allez pas bien travailler alors que vous pouviez le faire. C'est après qu'on se dira, ah mon Dieu, mais j'avais le truc. Le président du centre, quant à lui, a rassuré sur les préparatifs. Sécurité renforcée, encadrement mobilisé et un bon état d'esprit général. Le centre enregistre 102 candidats, 15 pour la filière professionnelle, donc Orgo, 34 pour la filière F4 et 53 pour la filière Orgo. 34 pour la F4 et F1D, ils sont au nombre de 15. Donc ce qui fait que le centre enregistre 102 candidats. Et ce matin, nous avons eu pour la poursuite des épreuves le lancement officiel par la première personnalité de la localité, donc le gouverneur de province, qui est venu constater et voir dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. Pour les candidats de cette année au lycée technique, les attentes sont grandes et les espoirs sont élevés. Mais soutenus par les encouragements des autorités et l'accompagnement de leurs encadrants, ils sont prêts à faire de cette session une réussite. Faisons le tour de l'actualité hors de nos frontières. Ali, mets-moi ce sac dans notre poubelle. Ah oui, voilà, dans cette poubelle-là. À Goma, comme dans toute la RD Congo, chaque rue est supervisée par un chef local, à l'image d'Ismaël Nyampamba. Ce retraité gère une avenue du centre-ville depuis plus de 10 ans. Parmi ses fonctions, tous les samedis, s'assurer que son artère soit propre. Ces travaux communautaires, ici connus sous le nom de Salongo, ont été rendus obligatoires par les rebelles de l'AFC M23. Chaque habitant de l'avenue prend son balai pour nettoyer la parcelle qui se trouve devant chez lui. La pratique du Salongo existait avant la prise de Goma par l'AFC M23. Sauf qu'avant la guerre, la population de Goma commençait à négliger cette bonne habitude. C'est une fois le Salongo terminé que je distribue ces jetons. Entre 6h et 10h, je regarde qui a travaillé. Après 10h, nous passons bloc par bloc pour les distribuer. Aux yeux du M23, ne pas être en possession de ces précieux jetons est aujourd'hui une infraction et peut entraîner de lourdes conséquences. Ça, c'est le jeton des Salongo et ça doit être signé les jours des Salongo que ça s'est passé. Samedi passé, on a fait les Salongo, mais on n'a pas reçu les jetons. Ça m'empêche de circuler parce que sans ces jetons-là, et si une fois les dirigeants actuels tombent sur vous, la première des choses qu'ils demandent, c'est les jetons des recensements et les jetons des Salongo. Et si tu n'en as pas, vraiment c'est catastrophique, c'est dangereux pour toi. Tu es considéré comme si tu viens de très loin, tu peux être aussi un infiltré. Depuis qu'ils ont pris le contrôle de Goma fin janvier, les rebelles de l'Est ont procédé au remplacement de plusieurs chefs locaux formés à l'idéologie du mouvement. Pour leurs détracteurs, ces nouveaux administrateurs sont les yeux et les oreilles du M23, qui exercent à travers eux un contrôle de tous les instants dans les rues de Goma.
Une accusation démentie par le groupe rebelle qui assure n'avoir remplacé que les autorités ayant fui la ville. Au Soudan, Moussa, 68 ans, était agriculteur. La guerre des généraux qui fait rage dans son pays l'a contraint à fuir son village vers le camp de Zamzam, à moins de 10 km à peine d'El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, théâtre depuis plus d'1 an d'affrontements violents entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Des affrontements qui l'ont forcé à fuir à nouveau avant de se retrouver ici à la mi-juin, de l'autre côté de la frontière avec le Tchad. Seul Dieu peut comprendre l'enfer que nous avons traversé pour échapper à Zamzam. Ça a été des moments très difficiles. Nous avons dû nous cacher pendant 3 jours à cause des combats intenses et de la guerre tout autour de nous. Au Tchad, selon les travailleurs humanitaires des Nations Unies sur place, ce sont environ 1000 Soudanais, principalement en provenance du Darfour du Nord, qui arrivent chaque jour dans ces camps près de la frontière, épuisés et affamés. Ils tuent des gens sous nos yeux. Ils nous font du mal. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'y retournerai jamais. Les gens au Tchad nous ont accueillis. Mais nous faisons face à de nombreuses difficultés. Nous n'avons pas de nourriture, sauf celle qu'ils nous donnent. À l'instar de l'Égypte et du Soudan du Sud, le Tchad a déjà accueilli plus d'1 million de réfugiés depuis le début de la guerre au Soudan il y a plus de 2 ans. Et au total, ce sont au moins 7 pays voisins déjà en proie à leurs propres difficultés qui accueillent plus de 4 millions de Soudanais. Une situation que les agences onusiennes sur place, comme le Programme alimentaire mondial, ont bien du mal à gérer faute de financement suffisant. Le conflit au Soudan est une crise humanitaire régionale. Plus de 4 millions de personnes ont fui à travers les frontières vers au moins 7 pays de la région. Les opérations du PAM dans tous ces pays sont gravement sous-financées. Sans contribution supplémentaire, l'aide aux réfugiés soudanais cessera complètement dans les mois à venir. Pour maintenir ces opérations, le Programme alimentaire mondial affirme avoir besoin de 775 millions de dollars, 200 millions pour l'aide aux réfugiés dans les pays voisins et 575 millions pour ses interventions à l'intérieur du Soudan. En attendant, l'agence onusienne a prévu de réduire ses rations et en République centrafricaine par exemple, le PAM prévient qu'il devra cesser toute aide dès le mois d'août si de nouveaux fonds ne sont pas débloqués. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Vous pouvez nous suivre sur TikTok et sur YouTube. Au revoir et à demain.